La communication. Extrait de La maladie de Saxe par Martin Winkler. Lorsque j'étais enfant, ou juste adolescent, je ne m'endormais jamais le soir sans penser « Un jour, il faudra mourir ». Serré entre mes draps, je priais. À l'époque, je n'avais que ça pour combattre la terreur. Plus tard, j'ai consommé beaucoup de mouchoirs en papier. Beaucoup plus tard, j'ai vu des hommes de 35 ans cloués au lit par une tumeur au cerveau ou par la chirurgie qui leur avait enlevé. Des vieilles femmes éventrées, des petites filles à l'abdomen distendu par un lymphosarcome que la mère ne parvenait pas à masquer par des vêtements de taille trop grands. Des hommes et des femmes qui ne dormaient plus et geignaient. Mon foie est foutu. Foutu foie, ce juif de l'organisme, il a toujours tort, même quand il n'y est pour rien. Mais lorsqu'il est gros et dur, et infiltré et marronné, lorsque les doigts palpent les métastases sous la peau, on sent ses yeux fuir les yeux de l'autre. On entend sa voix devenir nasillarde. On se sent à la fois très con et très petit. Petit et hurlé. Comme tout le monde, j'imagine, je me suis longtemps demandé de quelle manière je mourrais. Je commençais, c'était plus facile, par faire la liste des maladies que je n'aurais pas. Évidemment, à l'âge où je pouvais me poser la question, je ne pouvais déjà plus succomber à un accident obstétrical ou à une mort subite du nourrisson. Les cancers de l'utérus ou de l'ovaire me seraient épargnés. Et rapidement, ça s'est mis à glisser. Les cancers du sein, on en voit chez l'homme. Les accidents de la route, ça arrive à tout le monde. Il y a aussi les ruptures d'anévrisme, ces petites malformations des artères qui se dilatent avec le temps et qui finissent par péter un jour sans crier gare pendant qu'on pousse un meuble ou qu'on soulève un canapé. Comme vous l'imaginez, j'ai vite cessé mon énumération. Il y avait tout de même autre chose à vivre. Et puis un jour, j'ai vu des morts, et ils m'ont fait comprendre que la mort défie notre imagination. Des morts, comme vous et moi, j'en ai vu de toutes les couleurs. Des insuffisants cardiaques bleus d'avoir étouffé, des hommes exsangues d'avoir perforé leur estomac, des femmes jaunes comme un coin de s'être fait avoir tuer par une crapule diplômée de la faculté, des hommes de 60 ans jetés sur leur lit, le visage rouge d'apoplexie. Des cancéreux décharnés, des enfants cassés de partout, des grands handicapés recroquevillés, contorsions figées pour l'éternité. J'ai vu des noyés qui s'étaient couchés, les bras croisés dans un ruisseau, des pendus tirant tranquillement la langue à leur chienne de vie dans un cabanon abandonné, ou adossés paisiblement à un arbre dans un jardin. J'ai vu des veufs qui, après avoir rangé tous leurs papiers, fait leur vaisselle et leur ménage, donné à manger à leurs chats et éteint toutes les lumières, s'étaient allongés dans le noir, dans le cellier, sur de vieux sacs à pommes de terre pour ne pas mettre du sang partout, et s'étaient tiré une balle dans la tête. Tous ces morts m'ont appris une chose paradoxale, une chose insupportable et pourtant irréductible. C'est qu'il est moins douloureux de penser à sa mort que d'aimer. Car si nos corps vivent, c'est grâce au corps de l'autre, de l'être aimé. Aimer, c'est être impuissant contre le temps et en avoir conscience. Aimer, c'est savoir que l'amour n'aura qu'un temps, tout le temps de la vie peut-être, mais seulement ce temps-là. Aimer, c'est savoir que si l'on ne meurt pas le premier, on verra l'autre mourir. Qu'on verra la vie et l'amour mourir chez l'autre, avant même que l'autre ne meure, et qu'en voyant l'autre mourir, on mourra tout vif. Que deviendra mon corps quand l'autre ne sera plus? Que deviendra ma vie? Que deviendra ton corps quand j'aurai disparu? Je ne sais pas. Cela, mes patients ne me l'ont pas appris. Ils m'ont seulement montré qu'il y a toutes les raisons d'avoir peur de la vie, aucune d'avoir peur de la mort. Les morts ne sont pas effrayés, ils ne bougent pas et ne disent rien, ils ont souvent la bouche ouverte, parce qu'ils sont fatigués de l'avoir fermée si longtemps. Leurs paupières sont molles, leur peau est jaune et leurs mains ne parlent plus. C'est froid un mort, froid et flasque. Pas froid comme la mort, mais froid. Sauf quand il est dans son lit, sous les draps, et qu'il vient de mourir. Vous, le médecin, on vous appelle et on vous dit « Désolé, je l'ai trouvé le matin en allant le chercher. » Pour un petit déjeuner qu'il ne vient jamais prendre si tard d'habitude, même un dimanche. C'est quelqu'un qui ne sait pas rester au lit, mais là... Ou bien c'est l'affolement, les hurlements, les cris, les pleurs, les cheveux qu'on arrache, les cendres sur la tête, les implorations à genoux. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, pas lui, pas lui, pas lui. Faites quelque chose, docteur, ce n'est pas possible, il ne peut pas m'avoir fait ça. Alors vous vous mettez bêtement à ausculter un abdomen gargouillant, à palper vaguement un thorax que plus aucun souffle ne soulève, à scruter des yeux aussi ternes que ceux d'un rouget dans une poêle, pour faire comme si, pour pouvoir dire qu'il n'y avait rien à faire, que l'on n'a rien pu faire, pour qu'on ne puisse pas dire que l'on n'a rien fait. Ou alors, c'est un vieux ou une vieille, tombé d'un coup sur le champ brutalement dans la cour, sur la moquette ou au pied de l'escalier, et il faut la transporter jusqu'au lit, le tourner. Oh mon Dieu, qu'il est maigre! Je m'en rendais pas compte. Oh mon Dieu, qu'elle est lourde. On dirait pas comme ça. Et vous tombez la veste, vous remontez vos manches. Je vais vous aider. Merci docteur, c'est vrai, il le faut. Il faut la préparer. La dévêtir pour l'habiller, tout propre, toute belle.
dans la robe ou le costume elle avait choisi pour l'occasion, au retour du cimetière, quand on a acheté la concession tous les deux. Sur la dalle, il y a nos noms, mais pas la date, bien sûr. C'est le marbrier qui nous a arrangé ça, qu'on n'ait pas à s'en occuper. Vous savez, dans ces coups de temps-là, et puis aujourd'hui, je suis là, mais quand je m'en irai, les enfants sont trop loin, ils feront pas les choses comme nous. Alors on s'est dit qu'il n'y aurait plus de soucis à se faire. Tenez, vous voulez bien m'aider à lui enlever sa chemise de nuit souillée ou sa chemise à carreaux qui se boutonne aux 2 tiers et qu'il faut sortir par la tête, même quand ils ne sont pas encore raides, c'est difficile. Les bras sont livides et glacés, et lourds comme du marbre, mais aussi fuyants, brisés aux jointures. Quand je pense qu'il avait tout le temps mal à son épaule, j'aurais jamais cru qu'on pourrait la lui enlever comme ça pour le déshabiller. Et puis le damar qu'elle portait toujours, et le collier, la chaîne, la croix, le Saint-Frusquin. On va la lui laisser. Attendez, je vais lui passer l'eau de Cologne, ça le rafraîchira. Et vas-y que je te frotte, et vas-y que je tapote, avant de lui passer la chemise fraîchement repassée, le chemisier rose, qu'elle portait au mariage de la petite fille, même qu'elle lui avait dit qu'elle voudrait la revoir belle comme ça. La pauvre, elle ne se doutait pas que ce serait la dernière. Touche sur le col, aplati, tapoté lui aussi, et puis, faut s'occuper du bas, tirer les draps jusque-là, encore posés sur le bas-ventre, histoire de ne pas voir, ne pas encore jeter un œil sur cette zone-là, aux poils gris clairsemés désargentés autour d'un sexe pâle, fripé, recroquevillé, plus là. Plus bon à rien depuis bien longtemps. À moins qu'il ou elle n'ait commencé à se vider. Déjà, borborigmes entendus pendant la toilette de l'étage supérieur, et que les vagues odeurs jusque-là ignorées ne se transforment en vapeur méphitique. À la levée du drap, fesses, sexe, baignant dans la merde. C'est pas grave, on fera bouillir, et il y a de l'eau de javel. Mais on va pas le laisser comme ça, lui qui était si propre. Elle qui était si soignée, tenez. Et vas-y que je te frotte, et vas-y que je t'essuie. Et une fois que le mal est réparé, le drap roulé en boule dans la baignoire, il revient, elle rapporte de vieux chiffons torchons, de 2 ou 3 garnitures qui datent de... La grande tante qu'on a eue à la maison, il y a 7 ans, elle perdait la tête et elle se laissait aller, alors on était obligé de lui en mettre, et quand elle est partie à l'hôpital, je sais pas pourquoi, elle les a gardées au cas où, mais elle se doutait pas que ce serait pour la garnir, lui glisser dans la culotte ou le slip enfilé à grand-peine car les jambes, c'est plus lourd, encore plus flasque, comme si tout le corps s'y agrippait encore, et la jupe, ça va encore, mais... Le pantalon, qu'est-ce que c'est dur. Lui qui voulait même pas que je l'aide à mettre ses chaussettes, pendant que vous lui glissez les pans de la chemise. Faut serrer la ceinture 3 crans pour que ça tienne. Et une paire de chaussures, bien cirées, bien brillantes. Et sa cravate au cou, c'était sa préférée. Ou alors... Le camis que sa nièce lui a offert pour nos noces. Oh là là, et sa montre. J'ai failli l'oublier. Et quand c'est terminé, on glisse. Un drap propre sous le corps, à nouveau présentable. Ça, c'est pas compliqué. Il suffit de rouler le drap, l'appliquer tout le long, tourner le mort vers soi. Il n'est pas contrariant. Il se laisse faire. On tire le drap de l'autre côté et c'est tout. Il n'y a plus qu'à lui donner un coup de peigne et ce sera parfait. Sauf qu'il a encore la bouche, un œil ouvert, mais vous arrangez ça avec un coton mouillé sur la paupière, un foulard pour lui maintenir la mâchoire, le nœud sur le sommet du crâne comme un œuf de Pâques pendant quelques heures. Le temps que les enfants arrivent, ça bougera plus. Ils le verront tout beau. Maintenant, ce sont les larmes qu'elle s'essuie du coin du mouchoir, le nez qui se frotte au bord de sa manche. Belle comme le jour de la communion du petit. Ah, notre petit, comme on l'aimait. Elle a jamais pu s'en remettre de le voir partir comme ça. Pensez, docteur, une leucémie. Mais excusez, j'abuse. Si vous voulez venir vous laver les mains, et vas-y que je te frotte avec le bout du savon usé jusqu'à la corde, dans un bout de lavabo écaillé, et vas-y que je t'essuie, avec un bout de serviette éponge sans être sûr pour autant que l'odeur s'en ira. Et vous reboutonnez les manches de la chemise, vous retournez dans la chambre, vous ramassez vos affaires, stéthoscope bon à rien, tensiomètre fantoche. Vous pourriez lui pomper le bras pendant 100 ans. Sa tension ne sera jamais plus basse qu'aujourd'hui. Bien avant de devenir médecin, j'écrivais. Mais quand on est médecin, écrire, à quoi ça sert? J'aurais voulu. J'ai peut-être l'idée déjà. Je l'ai aujourd'hui en tout cas, de coucher sur le papier le nom de tous les patients que j'ai vus mourir, de tous les bébés que j'ai vus naître. Et tant qu'à faire, celui de tous les gens qui sont venus me voir et qui m'ont un jour fait venir. Mais lesquels? Ceux que j'ai véritablement soignés? Ceux qui m'ont appelé pour quelqu'un d'autre? Car on soigne toujours celui qui demande quelque chose, même s'il dit que ce n'est pas pour lui. Ceux qui n'ont fait que m'aborder dans la rue avec une question anodine? Ceux qui sont restés debout dans la salle d'attente et sont partis en me voyant? Ceux qui m'ont demandé un simple certificat? Ceux qui prennent rendez-vous et oublient de venir? Ceux dont on ne comprend jamais pourquoi ils viennent? J'aurais peut-être pu ou dû le faire, mais je ne l'ai pas fait. On ne pense pas à faire ce genre de choses quand on se met à soigner. Aujourd'hui, on incite les médecins à tout engouffrer dans un ordinateur, à des fins épidémiologiques, statistiques, comptables.
Mais personne ne semble vouloir graver dans sa mémoire le nom et le visage des gens, se rappeler la première rencontre, les premiers sentiments, les étonnements, les détails comiques, les histoires tragiques, les incompréhensions, les silences. J'ai vu passer des milliers de personnes, mais en cet instant même, je ne pourrais spontanément en évoquer qu'une douzaine, 20 en me détendant, 50 peut-être en me forçant un peu, mais guère plus. Alors, je crois qu'écrire pour un médecin comme pour n'importe qui, c'est prendre la mesure de ce qu'on ne se rappelle pas, de ce qu'on ne retient pas. Écrire, c'est tenter de boucher les trous du réel évanescent avec des bouts de ficelle, faire des nœuds dans des voiles transparents, en sachant que ça se déchirera ailleurs. Écrire, ça se fait contre la mémoire et non pas avec. Écrire, c'est mesurer la perte.